Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous du colloque annuel sur la digitalisation de la fiscalité locale. Merci à ceux qui se sont déplacés aujourd'hui pour renouer un petit peu avec l'effet post-Covid. Et merci à ceux qui sont en distanciel et qui peuvent nous suivre grâce aux liens qu'on leur a transmis. Donc, l'objectif de la journée est relativement simple. On va parler de fiscalité locale et on a invité pour l'occasion des sachants, des experts métiers et surtout l'administration qui nous distillera tout à l'heure des informations très intéressantes pour la gestion de notre fiscalité locale. Et bien sûr, on aura l'occasion également de présenter un peu CJDOptitax et notre objectif à nous étant d'intégrer CJDOptitax. Donc, partant de ce principe, à l'issue de ce sommaire, on aura quelques questions à poser, mais j'aimerais quand même qu'on parle de méthode avant tout, puisqu'on est à la fois en présentiel et en distanciel. Claire, ici présent, avec Thierry, gère tout ce qui est régie, donc nous impose de passer les micros. On a prévu quelques questions à l'issue de l'intervention de tout le monde. Bien sûr, si vraiment il y avait une chose qui était inadmissible, une erreur, une anomalie dans le discours de l'un d'entre nous, n'hésitez pas à nous interrompre ou à poser une question. Vous avez le droit, de telle manière qu'on puisse répondre et éviter les quiproquos. En revanche, vous aurez toujours à la fin de notre intervention un support qu'on vous remettra. Donc les questions sont en live à l'issue, plus via Internet. Elles nous seront transmises et je vous les relayerai. Alors, il y a des choses dont on ne va pas parler. Je suis vraiment désolé parce qu'il y a des choses qui ne concernent que les uns ou les autres de manière personnelle. Par exemple, moi, ce qui m'énerve particulièrement, c'est pourquoi on va avoir 17% d'augmentation de taxes foncières en septembre à Marseille. Donc ça, c'est des sujets qui n'intéressent personne, si ce n'est moi, parce que je suis marseillais. Et la deuxième question, et je pense que vous ne pouvez pas y répondre également, c'est par exemple comment on va supprimer la taxe de production, la CVAE, ce genre de choses dont on parle un peu dans la presse. Je ne suis pas sûr que ça soit votre sujet ou vos compétences. Donc avant de faire un petit tour de table, pour que vous puissiez vous présenter, parce que c'est quand même beaucoup plus simple, ça serait intéressant aussi que vous nous rappeliez, parce qu'il n'y a pas que des fiscalistes parmi nous, il y a aussi des financiers, des personnes qui viennent de direction immobilière. Juste rappeler un peu comment ça fonctionne, avant peut-être de parler de la gestion des biens immobiliers. Donc je vais vous laisser faire un petit tour de table et si quelqu'un veut prendre la parole pour se présenter, pour présenter ce problème, c'est son tour. Merci. La technique. Oui. À toutes et à tous, merci. Alors, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je suis directrice du projet Gérer mes biens immobiliers. Donc, c'est un grand projet de la DGFiP. Et je suis également, donc ce qui permettra peut-être de répondre à certaines questions, je suis également chef du bureau au sein de la DGFiP qui gère notamment la taxe d'habitation. Voilà, avec les évolutions que l'on connaît aujourd'hui. Donc on sera cette année en toute fin de réforme en fait de la fiscalité directe locale en matière de taxe d'habitation en tous les cas. Donc on pourra également en parler ou répondre à vos questions dans ce cadre. Je vais passer la parole tout de suite à mes collègues. Merci Sandrine. Donc moi je suis Marina Fage, donc je suis la chef du bureau du cadastre plus particulièrement, donc qui traite de tous les sujets de matière cadastrale, les sujets techniques relatifs au plan cadastral, mais aussi les sujets d'évaluation et donc de détermination des bases d'imposition sur lesquelles sont assis les différents impôts de la fiscalité directe locale. Et lorsque vous évoquiez tout à l'heure la taxation à Marseille, simplement pour éclairer ce sujet, la taxe foncière, c'est schématiquement une base multipliée par un taux. Les taux sont des taux déterminés par chaque collectivité locale et typiquement pour la taxe foncière par les communes. Et donc,
une composante de taxation qui est un taux multiplié par une base. Un taux multiplié par une base. La base, elle est déterminée par l'administration fiscale pour le compte des collectivités. Elle est revalorisée chaque année et cette année, il y aura une revalorisation d'un peu plus de 3%, de 3,4%. Globalement au niveau national, et ensuite les taux donc sont à la main des collectivités. L'évolution des taux est encadrée bien sûr, mais ce sont des taux qui sont votés par les collectivités, ce qui explique effectivement des variations différentes selon les territoires, selon les collectivités et selon les niveaux des taux de chaque collectivité. Voilà pour la parenthèse liée à votre questionnement de début de présentation. Donc, bureau du cadastre, et moi je suis accompagnée par Anne-Laure, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour, Anne-Laure Drouer. Donc, moi je suis en charge de la maîtrise d'ouvrage des applications fiscales du monde du cadastre, et notamment je travaille sur la digitalisation qui va être le sujet de ce matin. Donc je reprends la main pour me présenter. Henri Briat, fiscalise. On est l'intégrateur exclusif de Cégide Optitax avec cette triple compétence d'intégrateur, de formateur pour l'ensemble des grands comptes pour lesquels on intervient. Bonjour à tous. Alors je suis Bernard Quillou. Donc, je suis responsable produit chez Cégide et j'interviens tout particulièrement sur l'application Cégide Optitax qui est complètement dédiée à la fiscalité locale et notamment à la taxe foncière. On se jette sur le micro toutes les deux. Non, tout simplement parce qu'on partage ce projet et ce service. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de dire deux mots là-dessus. Gérer mes biens immobiliers, c'est en fait deux anciens grands projets de la DGFiP qui ne font plus qu'un. Qui est donc ces deux projets qui sont d'une part la dématérialisation des déclarations foncières des propriétés bâties, et puis d'autre part la modernisation de la gestion de la taxe d'habitation, que l'on appelait l'automatisation de la taxe d'habitation jadis. Et donc ce sont ces deux ex-grands projets qui constituent en fait le projet Gérer mes biens immobiliers, avec une idée force qui est de dématérialiser. C'est vraiment un principe fort, la dématérialisation du contact avec l'usager. Et puis également le dites-le nous une fois. Donc voilà, l'idée ça a vraiment été aussi de bâtir des parcours usagers unifiés de façon à ce que la DGFiP, l'administration fiscale, ne soit pas amenée à demander X fois la même information à ses usagers. Donc ce sont vraiment les deux moteurs de la mise en place du projet. Alors je dis encore projet, mais en fait c'est un service aujourd'hui qui va s'enrichir. On va y revenir. Mais c'est un service parce que il a ouvert donc le 2 août 2021, ça va faire bientôt 1 an. Et dans cette première phase, Gérer mes biens immobiliers donc est un service de consultation. C'est un service qui permet aux usagers, donc qui est destiné aux usagers propriétaires, que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales. Donc tous les propriétaires, quelle que soit leur nature, donc sont concernés et bien sûr sont invités à venir sur impôt.gouv pour découvrir Gérer mes biens immobiliers et cette nouvelle interface qui aujourd'hui est une interface de consultation qui permet en fait de voir, de consulter l'ensemble des caractéristiques des biens dont on est propriétaire. Donc ça, c'est la première phase. Alors je dis c'est un service de consultation, mais pas que, parce que en fait, ce service aujourd'hui permet aussi à l'usager, s'il a des questions, s'il se pose des questions ou s'il veut, prendre contact avec le service dédié pour procéder à une modification, à un changement en fonction de ce qu'on lui affiche. Eh bien, il peut le faire via la messagerie sécurisée sur impôt.gouv.
Donc c'est bon, voilà, on a une vraie interactivité dès maintenant et depuis l'été dernier avec nos usagers. Donc ça c'était donc l'ouverture du service en tant que tel, donc qui est importante, qui a été accompagnée par une phase de communication assez nourrie. Alors plutôt fin août, début septembre 2021, où là effectivement dans la presse spécialisée, notamment sur les réseaux sociaux, il y a eu une campagne de communication portant sur l'ouverture donc de Gérer mes biens immobiliers. Donc la deuxième, je vous disais, c'est un service qui va s'enrichir et qui va s'enrichir là en fin d'année et en tout début d'année prochaine. Avec donc l'ouverture, mais je laisserai ensuite la main à Marina et Anne-Laure, l'ouverture donc du service de dématérialisation des déclarations foncières des propriétés bâties, je vous le disais tout à l'heure, et des déclarations relatives aux taxes d'urbanisme. Ça, c'est un volet qui s'est rajouté en cours de route, si j'ose dire. Alors le projet, il date de 2018, donc il n'est pas vieux. On a entamé les travaux sur Gérer mes biens immobiliers en 2018. Donc vous voyez, c'est assez récent pour un projet de cette ampleur, puisque là, c'est une refonte, d'une large partie du système d'information de la DGFiP s'agissant des impôts locaux, notamment. Donc ça, mais je vais passer la main, on va vous en dire davantage. Donc ça, c'est mi-novembre en particulier de cette année. Et puis très vite, donc dès le 3 janvier 2023, va ouvrir également une autre fonctionnalité importante. Également, c'est la dématérialisation des déclarations relatives à la nature d'occupation des locaux d'habitation. Et également déclaration des loyers relatifs à ces locaux lorsqu'ils sont loués. Voilà, donc avec une phase importante, mais on y reviendra sur le premier semestre 2023, puisqu'en fait il y a une obligation déclarative qui existe d'ores et déjà, qui existe depuis la loi de finances 2020 en fait, mais qui prendra concrètement effet à compter du 1er janvier 2023. Mais on va y revenir. Voilà. Je vais me permettre, excusez-moi. Oui. Moi, j'entends dématérialisation de déclaration. Donc, forcément, je me pose la question, est-ce qu'il y aura des API prévues? Est-ce qu'il y aura moyen d'échanger les informations? Puisque digital, c'est justement renforcer les échanges entre solutions et applications. Donc, c'est très bien, donc la dématérialisation sur Gérer mes biens immobiliers, mais les utilisateurs de CJ d'OptiTax ont déjà un grand nombre de ces données. Et pour faciliter les échanges, est-ce que l'administration a prévu des solutions? Alors, les solutions que vous évoquez par API sont dans le paysage. Par ailleurs, la DGFiP est largement mobilisée sur la mise en place d'API pour une large majorité des services qui sont proposés. Sur Gérer mes biens immobiliers en tant que tel, ça fait partie d'une trajectoire, mais qui, à court terme, ne sera pas mise à disposition. Ça fait partie de notre feuille de route, mais sur des échéances plus éloignées. Le service tel qu'on va le décrire aujourd'hui inclut à la fois une offre de service par consultation, par IHM classique et par dépôt de fichiers en tant que tel, mais on va y revenir de façon détaillée, mais qui est du dépôt de fichiers en s'authentifiant avec un vrai utilisateur, je dirais, qui s'authentifie et qui vient déposer un fichier en tant que tel. On n'est pas dans de la mise en place d'API. Même si, encore une fois, cette piste-là est bien dans notre feuille des routes, mais pour une trajectoire plus éloignée, très concrètement. Je fais un petit zoom sur la partie déclaration des éléments fonciers et de taxes d'urbanisme au sein de ce service Gérer mes biens immobiliers. Pour compléter ce que disait Sandrine, on est vraiment dans une nouvelle composante de notre bouquet de services impôts.gouv, tant pour les usagers particuliers que les usagers professionnels, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Je pense que c'est un espace que vous connaissez. Il n'y avait pas jusque-là de composante
composante sur le patrimoine immobilier, schématiquement, tant des usagers particuliers que professionnels. Bien sûr, il y avait d'ores et déjà la consultation des avis de taxes foncières, et notamment avec la dématérialisation depuis l'année dernière sur la partie professionnelle, mais ça s'arrêtait là, schématiquement. Là, on est dans une logique où, effectivement, on entre dans de la dématérialisation et dans un service dématérialisé pour cette composante en tant que propriétaire de biens immobiliers. En consultation dans un premier temps, comme on le disait, et avec une offre qui va s'enrichir pour que l'usager intègre réellement cet outil dématérialisé dans cette logique de gestion de son patrimoine foncier. Donc on va y ajouter à partir de l'automne une première démarche de déclaration qui va concerner les déclarations foncières et de taxes d'urbanisme, puisque par ailleurs les taxes d'urbanisme, la liquidation des taxes d'urbanisme revient dans l'escarcelle de la Direction générale des finances publiques à partir du 1er septembre 2022 pour toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022. Donc on en profite, mais on y reviendra plus en détail tout à l'heure, pour effectivement avoir un parcours déclaratif conjoint pour ce qui est de la déclaration foncière suite à construction nouvelle ou modification des constructions, agrandissement ou autre. Donc là, on parle des déclarations que vous connaissez, déclaration en modèle H1 ou H2 pour les locaux d'habitation, déclaration 6673 pour les locaux professionnels. Aujourd'hui, ces déclarations étaient déposées uniquement en format papier. Alors, en format papier adressé au service foncier ou, au mieux, au sein de la messagerie sécurisée, adressée en tant que pièce jointe à un contact en tant que tel. Mais il n'y avait pas de procédure dématérialisée de dépôt de ces déclarations. Ce sera chose faite à partir de l'automne prochain, donc à partir de novembre prochain, et avec, encore une fois, un parcours qui va être... On profite, on va dire, de l'arrivée de la liquidation des taxes d'urbanisme à la DGFiP pour avoir un parcours conjoint qui va permettre de traiter des éléments fonciers, les éléments qui vont permettre de déterminer la valeur locative du bien, qui figure donc aujourd'hui sur ces déclarations H1, H2 et 6673, mais aussi au sein de ce parcours la récupération des informations qui vont permettre la liquidation des taxes d'urbanisme. Donc vraiment une démarche, un parcours conjoint, et là on va profiter réellement de l'outil informatique pour accompagner l'usager. Vous connaissez toutes et tous les déclarations, notamment H1 et H2, et leur lisibilité et leur toute relative parfois, et la complexité qui peut résider au remplissage de ces déclarations. Là, forcément, avec ce parcours conjoint, on va être beaucoup plus accompagnant, cibler des questions pour faciliter le remplissage de ces déclarations et y associer les éléments qui sont parfois différents nécessaires pour les taxes d'urbanisme pour liquider ces taxes. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais on va faire converger le moment où la déclaration des éléments de taxes d'urbanisme sont nécessaires, et on s'aligne sur les 90 jours de l'achèvement, donc qui est le délai pour déposer la déclaration foncière aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir un parcours conjoint qui traitera de ces deux aspects. Je peux vous laisser respirer ? Oui, allez-y. Peut-être parce qu'il n'y a pas que des spécialistes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les API, c'est simplement des flux de données entre systèmes d'information, donc pour pouvoir mieux communiquer entre systèmes. Et pour ceux qui ne connaissent pas les taxes d'urbanisme, il y en a une que j'ai oubliée, c'est la redevance d'archéologie qui est préventive, qui est la plus sympathique. Et puis après, il y a la taxe sur les bureaux, la taxe d'aménagement, voilà, c'est des petites taxes complémentaires qui sont aussi chronophages à gérer que les premières, mais qui sont importantes et il fallait peut-être les nommer. Oui, tout à fait. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Donc effectivement, cette première démarche déclarative qui va être offerte au sein du service Gérer mes biens immobiliers à partir de l'automne, donc à partir de mi-novembre, qui s'adresse à un public qui sont les propriétaires de biens nouvellement construits ou de biens ayant été modifiés. Donc là, le cœur de cible, on va dire, ce sont les propriétaires qui sont dans une situation, effectivement, d'avoir réalisé des travaux et qui doivent déposer ces déclarations. Au-delà de cette déclaration
nécessaires à la construction, au moment de la construction et à l'achèvement des travaux. L'administration, à titre de fiabilisation des bases d'imposition, revient parfois vers certains propriétaires pour déposer de nouveau une déclaration et pour s'assurer qu'elle dispose bien des informations nécessaires à la correcte détermination de la valeur locative. Ces situations vont aussi profiter de la mise en place de cette démarche en ligne et s'inscriront dans la même logique de possibilité de dépôt via le parcours en ligne. Donc ça, une première étape à l'automne 2022, effectivement, de déclaration de foncière et de taxes d'urbanisme, et qui ensuite va être complétée par un deuxième obligation déclarative couverte au sein de ce service, qui est la déclaration d'occupation. Du coup, je reprends la parole. Juste avant que vous repreniez la parole, et quel est le rapport, quelle relation vous allez avoir avec les collectivités locales? Parce qu'une fois qu'on a la déclaration des travaux, il y a un permis de construire, entre autres. Est-ce que vous allez avoir un lien avec les collectivités? Alors exactement, mais ce lien, on l'avait déjà, d'ores et déjà. Cette déclaration foncière nécessaire lors d'une construction nouvelle ou d'une modification d'une construction existante, c'est une déclaration, c'est une obligation déclarative. Nul n'est censé ignorer la loi. Il n'en demeure pas moins, c'est que ça reste un acte déclaratif très exceptionnel dans la vie des usagers. On ne fait pas construire une maison chaque année, on n'ajoute pas un garage au fond de sa maison chaque année, donc on ne profite pas de la récurrence d'une obligation déclarative, comme à l'impôt sur le revenu par exemple, où chaque année cet événement revient. Là on est dans une logique très exceptionnelle, donc on sait que les usagers, les propriétaires ne connaissent pas bien cette obligation déclarative. Donc l'administration fiscale a besoin d'aller toquer à la porte de ces propriétaires pour leur rappeler qu'ils doivent déclarer. Donc sur cette base-là, on récupère de la part des services de l'urbanisme les permis de construire, les autorisations d'urbanisme, pour pouvoir aller informer ces usagers qu'à la fin de leur construction, ils doivent déposer ces déclarations. Ça ne change pas dans le cadre du projet que l'on évoque là. On a toujours ce même circuit de récupération des autorisations d'urbanisme pour non plus écrire à l'usager et aller dans sa boîte aux lettres physique, lui indiquer qu'il devra déposer une déclaration. Là, on change de canal d'information et de dialogue avec l'usager et on va aller toquer à sa boîte mail, typiquement, pour lui indiquer, pour tous les usagers qui ont choisi un espace personnel sur impôt.gouv, pour lui indiquer qu'on va être dans cette logique de dialogue dématérialisé avec lui. Et on va enclencher vraiment un dialogue par notification et en lui demandant de venir dans Gérer mes biens immobiliers à chaque étape. Dès le début, quand on connaît l'autorisation d'urbanisme, on va venir lui demander de nous indiquer quelle est la date d'achèvement prévisionnel, quelle est la nature de construction de sa construction et quel est l'achèvement provisionnel. Quand cette date arrive, on va revenir par notification lui indiquer où en es-tu dans ta construction, est-ce que c'est effectivement terminé ou pas, soit ça a pris du retard, il nous redonne une nouvelle date d'achèvement prévisionnelle, soit il a terminé, et à ce moment-là, on va enclencher un parcours déclaratif. Mais aujourd'hui, c'était des démarches qui étaient réalisées en format papier, en format courrier. Là, on va vraiment habituer l'usager à venir régulièrement quand il se passe quelque chose dans sa vie en tant que propriétaire, venir dans ce service Gérer mes biens immobiliers. Et c'est vraiment une logique assez transverse de cette gestion par événement qui rejoint une manière de communiquer qu'a la DGFiP sur certains autres thématiques, et notamment sur les changements. Vous avez dû le voir dans la communication qui est faite au moment du mariage, au moment d'une naissance, etc. Là, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose sur votre bien immobilier, vous allez être invité à venir l'indiquer. Et c'est vrai aussi pour la démarche d'occupation que l'on a tout à l'heure. Donc ce sont vraiment les canaux de dialogue avec l'usager qui changent et que l'on dématérialise et pour lesquels on offre une version dématérialisée qui n'existait pas jusqu'alors. Donc, comme le disait Marina, vous voyez bien que sur les deux prochaines étapes, en fait, le public est un peu différent. On touche toujours aux propriétaires, mais pour ce qui est de la première étape de l'automne, ce sont les propriétaires effectivement qui connaissent, un événement de vie particulier lié aux travaux ou à la construction. En revanche, l'obligation suivante que vous avez décrite là, avec les différents aspects législatifs, elle
elle s'imposera à l'ensemble des propriétaires. Donc là, on a vraiment la totalité des près de 34 millions en fait de propriétaires de locaux d'habitation en France qui vont être donc impactés par cette nouvelle obligation. Alors je vous le disais tout à l'heure, elle date de la loi de finances pour 2020. Mais elle prendra effet donc au 1er janvier 2023. Bon, c'est comme ça qu'elle a été écrite à la base. On peut peut-être rester dessus. Donc, je vous ai remis l'article du Code général des impôts en question. Ce qui est important aussi, c'est de voir qu'avec cette obligation déclarative, le législateur a souhaité en fait prévoir une amende en cas de défaut de déclaration, puisque c'est une nouvelle obligation déclarative qui s'impose aux propriétaires. Donc, si les propriétaires ne procèdent pas à ces déclarations, eh bien, ils sont passibles d'une amende qui est de 150 € par local. Voilà. Et puis, par ailleurs, donc, on est en train de d'écrire le décret d'application du texte initial qui précise les informations qui seront à déclarer par le propriétaire et en particulier l'état civil complet des occupants qui sont désignés sur le bail quand le bien est loué. L'intérêt aussi, bien sûr, de cette obligation, l'objectif de cette obligation déclarative, c'est de pouvoir véritablement connaître la nature d'occupation du local, c'est-à-dire résidence secondaire, résidence principale, sachant qu'à partir de 2023, il n'y aura plus de taxation sur les résidences principales, de taxation TH sur les résidences principales. Donc, on change de paradigme en 2023. On est vraiment cette année sur la fin d'une époque, si j'ose dire, d'une période en tous les cas. Et puis également, donc, le propriétaire viendra renseigner les périodes de vacances et les périodes d'occupation et éventuellement de vacances de ces biens, de son ou ses biens. Voilà. Donc ça, c'était sur les aspects législatifs. Donc la slide suivante. Alors c'est sur la révision. Tout à fait. Du coup, je reprends la main. Donc, intégré à cette nouvelle obligation déclarative concernant l'occupation qu'évoquait Sandrine, dans le cas où un bien est loué, on va en profiter dans ce parcours déclaratif pour demander l'indication du montant du loyer. Tel que prévu au bail. Ce montant du loyer, il va être utilisé dans le cadre des premières simulations qui vont être réalisées, telles que prévues par la loi. On a remis la mention à l'article 146 de la loi de finances pour 2020, dans le cadre du chantier de révision des valeurs locatives des locaux d'habitation. Alors, ce chantier de révision des valeurs locatives, c'est un chantier de longue haleine, on va dire, qui a connu son tome 1, sa saison 1, avec la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, dont les travaux avaient été initiés en 2013, dont l'intégration dans les rôles d'imposition directe locale est intervenue en 2017. Et pour lesquels, d'ailleurs, une première actualisation des paramètres d'évaluation intervient actuellement dans la perspective d'une intégration en 2023. La saison 2 de cette révision, c'est donc la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation. Ce que prévoit la loi aujourd'hui, c'est donc une collecte des loyers, une déclaration des loyers par les propriétaires qui donnent à bail leurs locaux d'habitation. Donc sur le premier semestre 2023, avant le 1er juillet 2023, pour pouvoir récupérer la matière nécessaire à des simulations l'article de loi que j'évoquais nous demande de produire un rapport au Parlement sur cette révision des valeurs locatives des locaux d'habitation avant le 1er septembre 2024. Donc sur la base de la matière et des loyers déclarés par les propriétaires au premier semestre 2023. Nous allons, côté DGFiP, scruter le marché locatif de l'ensemble des départements, simuler les paramètres d'évaluation qui ont vocation à s'appliquer et examiner les conséquences
de cette révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, selon des principes qui sont décrits dans la loi, qui sont très similaires à ce qui a été joué et réalisé dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Donc ces travaux de simulation, ils vont d'abord scruter quel est l'impact sur les valeurs locatives des locaux d'habitation à proprement parler, mais aussi ce rapport, il doit décrire qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a révisé l'ensemble des valeurs locatives, à la fois des locaux professionnels, ça c'est déjà fait, et des locaux d'habitation, en autorisant la redistribution contributive, on va dire, entre locaux professionnels et locaux d'habitation. Puisqu'aujourd'hui, maintenant que l'on a révisé les locaux professionnels, comme les locaux d'habitation n'étaient pas impactés, on a gelé la proportion contributive des locaux professionnels par rapport aux locaux d'habitation. Demain, en révisant les locaux d'habitation, l'idée, c'est de pouvoir rééquilibrer les choses, en tout cas de s'autoriser ce rééquilibrage. Donc ça fait partie des points d'attention qu'il faudra que l'on regarde précisément dans le cadre de nos travaux de simulation. Et puis il y a aussi comment donc le sort réservé à l'habitat social en tant que tel en matière d'évaluation du parc social. Et enfin, comment on met en place des mécanismes atténuateurs qui rendent la transition soutenable telle qu'on les a connus d'ailleurs sur la révision des locaux professionnels à proprement parler. Donc un sommaire de rapport au Parlement assez dense qui va s'appuyer avant tout, encore une fois, sur les loyers qui seront collectés dans le cadre de cette déclaration d'occupation et de loyer durant le premier semestre 2023. Ça, c'est pour l'utilisation qui sera faite des informations. Donc, encore une fois, on sera sur une démarche conjointe, et c'est lorsque, dans le cadre de la déclaration d'occupation, le bien sera déclaré comme étant loué, qu'il sera demandé d'indiquer le loyer à proprement parler, qui est une information supplémentaire sur un parcours déclaratif qui est très restreint et qui ne contient uniquement que quelques questions en tant que telles. Alors, juste avant de passer, on a parlé de la saison 1, on a parlé de la saison 2. Oui. Moi, je fais la dictosérie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour la saison 3 ? Parce qu'on se projette, 2023-2024, ça va aller très très vite. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a en prévision donc la saison 3 sur les locaux de type industriel ? Alors sur les locaux de type industriel, il n'est pas prévu de révision globale. Vous savez, il y a eu des travaux de fiabilisation des bases et par ailleurs la prise en compte de l'abattement de 50% des valeurs locatives, mais il n'est pas prévu de révision à proprement parler, tant des modalités d'évaluation que de campagne générale, on va dire, d'évaluation des bases. En revanche, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, donc j'en profite, sur la suite, effectivement, donnée à cette révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, vous le voyez bien, là, on est dans une logique de collecte des informations, puis de simulation en tant que telle. La suite de l'histoire est d'ores et déjà prévue dans la loi, avec une comitologie et la fixation de paramètres départementaux en 2025, puis d'intégration en 2026. L'arsenal législatif pose l'ensemble de cette séquence. Sur les simulations, on voit bien qu'il faut les faire et c'est un prérequis. Je ne me prononce pas sur la suite du calendrier. Pour mémoire, sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, celles et ceux qui ont suivi le sujet se rappelleront qu'on a décalé 3 fois la date d'entrée en vigueur de cette révision. Ce sont des sujets qui sont particulièrement sensibles, ainsi de suite, et ce n'est pas pour rien que le législateur a prévu de commencer par des travaux de simulation. Il y a eu une expérimentation qui a été faite sur cette révision en 2015 sur 5 départements, qui nous a conduit d'ailleurs notamment à resserrer l'obligation déclarative sur les seuls loyers, parce que durant cette expérimentation, il avait été demandé aux propriétaires de redécrire l'intégralité de leurs biens, de la consistance des biens, etc. Au final, cette expérimentation a permis de constater que la connaissance des surfaces que l'on avait pour les locaux d'habitation est plutôt à niveau, du fait aussi des travaux de fiabilisation réguliers qui sont faits par les services fonciers que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on peut se passer de cette description de la consistance de manière détaillée, en quelque sorte. Et donc, la matière qui nous est réellement nécessaire pour conduire ces travaux de simulation, c'est vraiment l'examen du marché locatif, donc les loyers, et uniquement
uniquement les loyers, ce qui nous permet vraiment de restreindre les éléments qui sont demandés aux propriétaires de biens en tant que tels. Mais donc cette saison 3, non pas sur les locaux industriels, mais sur la suite de l'intégration de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, elle est prévue par la loi avec tous les aléas qui peuvent intervenir sur un calendrier qui est un calendrier 2026. Bon, de l'eau va passer sous les ponts d'ici là. Merci. Alors, on va rester sur celle-là. Voilà, pour l'instant, merci. Donc ça, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Marina l'évoquait, la période de déclaration. Donc elle est le premier semestre, pardon. Et donc en fait, elle a pour date ultime le 30 juin. Donc l'obligation déclarative, elle est vraiment sur une période très cadencée, avec, pour ce qui est de la déclaration d'occupation, cette fois-ci, qui servira de base à la taxation de TH, la situation au 1er janvier de l'année. Donc ça ne change pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la taxation sur la taxe d'habitation est faite de cette manière-là, avec cette règle, et cette règle va demeurer. Ça ne changera pas. En revanche, le service, lui, Marina le disait tout à l'heure, il est vraiment conçu comme... alors d'abord, il est tout le temps ouvert, et l'idée, c'est vraiment que les usagers viennent au fil de l'eau, en fait, déclarer les changements. Donc c'est l'idée, c'est un événement de vie, et donc s'agissant des biens immobiliers là dans le cas présent, mais qui vient et qui motive le fait pour l'usager de venir sur impôts.gouv et de déclarer le changement qui interviendra, qui est intervenu. Donc ça c'est important. L'initialisation c'est 2023, c'est l'année 2023. Donc en 2023, tous les propriétaires, l'ensemble des propriétaires seront invités à venir sur Gérer mes biens immobiliers pour consulter bien sûr ce qui est affiché, et pour du coup alors il y aura des préaffichages aussi en fonction de la situation qui est connue au titre de la taxation 2022 par la DGFiP. Donc la situation sera préaffichée. Donc le propriétaire pourra soit valider sans apporter de changement si cette situation est toujours valable, ou éventuellement apporter des changements en matière d'occupation. Voilà. Donc c'est vraiment le principe. Donc tous les usagers propriétaires sont invités à venir en 2023, et ensuite ça n'est que lorsqu'interviendra un changement, en particulier dans la situation d'occupation, que l'usager sera donc amené à revenir. On n'obligera pas l'usager à venir chaque année procéder à une déclaration s'il n'y a pas de changement. Et je suppose que tu veux compléter, Marina. Oui, alors simplement parce que sur ce sujet de récupération des loyers, on nous dit souvent, mais les loyers que j'encaisse, par ailleurs, je les indique dans le cadre de ma déclaration de revenus, typiquement dans le cadre des revenus fonciers. Donc pourquoi avoir à indiquer le loyer en tant que tel? En fait, c'est une notion qui est une notion différente de loyer. Vous le voyez bien, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, mais tout comme on l'a fait pour les locaux professionnels, ce qui nous intéresse, c'est de scruter la réalité du marché locatif. Donc vraiment, le loyer tel qu'il est défini par bail entre le propriétaire et le preneur à bail. L'effectivité derrière du paiement du loyer, schématiquement, qui pour le coup est très importante dans le cadre de la déclaration des revenus, ne nous intéresse pas à ce niveau-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le loyer tel qu'il est prévu au bail, pour vraiment scruter la réalité du marché. Donc, on ne pouvait pas se permettre de prendre en compte les déclarations de revenus fonciers, typiquement, et les revenus fonciers tels que déclarés, qui correspond vraiment aux revenus encaissés, qui peut correspondre à une partie seulement de l'année, qui peut correspondre à une partie des locaux, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une information qui est différente, et ce qui explique que l'on se retrouve à demander cette information dans le cadre de ce parcours d'occupation, parce que c'est une notion différente de l'information des revenus à proprement parler. Avant le début du colloque, pendant le café d'accueil, on a des bailleurs sociaux qui travaillent avec Cegid OptiTax. Pour eux, c'est aussi un moyen, cette mission qu'ils doivent remplir, c'est aussi un moyen de mise à jour de leur propre système d'information.
pourquoi sciemment vous avez refusé de retirer toutes les surfaces, après l'expérience que vous avez menée sur les départements? Est-ce que ça serait pas un moyen de leur permettre de mettre à jour leur propre système d'information, de mettre toutes les surfaces, toutes les justificatifs en fait de la détermination de la valeur locative, parce que eux sont quand même obligés de justifier ça auprès de leurs propres clients, quoi. Tout à fait. Et alors pourquoi il n'y a pas un système qui permettrait d'avoir une extraction par sirène Alors, cette mise à disposition d'informations, on va dire, relatives au patrimoine immobilier, elle existe déjà depuis la consultation ouverte au mois d'août dernier par l'intermédiaire de Gérer mes biens immobiliers. Typiquement, n'importe quel propriétaire, et notamment les grands propriétaires que vous évoquez, ont la possibilité de récupérer en format fichier les informations relatives au parc immobilier. Il n'en demeure pas moins, et je pense que c'est ce que vous avez à l'esprit, qu'aujourd'hui, ce sont des informations partielles, on va dire, que l'on restitue pour chaque local. Ce sont les informations les plus importantes qui ne retrace pas l'intégralité des éléments d'évaluation, typiquement, et ça fait partie des éléments que l'on a dans notre besace d'évolution à réaliser sur ce service Gérer mes biens immobiliers, que de compléter et de tendre vers une information plus riche en matière de restitution des informations faisant partie de l'évaluation, participant à l'évaluation aujourd'hui des biens, et d'y rajouter des éléments relatifs aux éléments de confort, etc. Pour autant, la fiabilisation de ces informations est vraiment cruciale et n'est pas remise en cause. La déclaration foncière, telle que je l'évoquais tout à l'heure, concerne vraiment les situations de construction ou de modification. Mais on va s'appuyer aussi sur ce service dans des démarches de fiabilisation. Aujourd'hui, dans des situations où les éléments sont incorrectement pris en compte, vous pouvez contacter les services fonciers pour fiabiliser cette information. Demain, la suite. Alors, on va pas ouvrir la déclaration de manière tout à fait large sur n'importe quel local, avec la possibilité de faire des déclarations rectificatives sur n'importe quel local, parce qu'on veut aussi que les usagers s'approprient ces nouvelles modalités. Mais sur la base d'un contact avec un service foncier, et parce que vous aurez repéré que sur tel ou tel invariant vous avez besoin de mettre à jour, le service foncier pourra mettre en surveillance ce local, et du coup, via ce service Gérer mes biens immobiliers, vous pourrez alors venir modifier les éléments déclaratifs. On sera dans cette logique-là. C'est vraiment, ça va devenir un outil vraiment de dialogue, c'est le seul mot qui me vient, avec l'usager concernant ce patrimoine immobilier. Le fait de ne pas avoir besoin de collecter les éléments de surface dans le cadre de la révision ne remet pas en cause du tout, bien au contraire, l'importance des travaux de fiabilisation que vous évoquez, tant pour les usagers concernés et les propriétaires concernés que pour l'administration. L'idée, c'est d'avoir des bases d'évaluation qui soient les plus justes et les plus exhaustives possibles, et donc du coup de procéder à la correction de ces éléments, que ce soit en la faveur de l'usager ou en la faveur de la collectivité si c'est un surplus de base, bien évidemment. Mais en tout cas, cela reste tout à fait d'actualité, et y compris en vérification des bases d'ores et déjà existantes. Ça reste tout à fait une mécanique à mettre en œuvre. Peut-être pour compléter sur les bailleurs sociaux. Donc aujourd'hui, les bailleurs sociaux ont une obligation déclarative envers la DGFiP, avec des modalités particulières. Demain, ils seront comme tous les propriétaires, de locaux, bailleurs, pour le coup, amenés à venir déclarer via Gérer mes biens immobiliers. Alors avec, Marina l'évoquait, des modalités qui leur seront adaptées, bien évidemment, puisque quand on est bailleur social, alors on peut avoir un petit périmètre et du coup un nombre de locaux relativement limité, mais quand même globalement on a affaire à des grands comptes et à des bailleurs qui ont beaucoup de locaux, et donc là il y a une modalité particulière qui est prévue pour eux, et qui permettra l'échange de fichiers, mais via Gérer mes biens immobiliers. Donc avec plutôt pour eux un desserrement du calendrier, puisqu'aujourd'hui leur obligation déclarative prend effet, est à la date du 1er février, et demain en fait elle sera alignée sur l'obligation déclarative de tout propriétaire, donc au 30 juin, avant le 30 juin.
Voilà, donc on avait sur cette slide un certain nombre d'informations pour les bailleurs sociaux. Voilà, mais je vais peut-être pas faire plus long. Tu veux c'est Laure qui je reprends la main. Effectivement, donc l'accès au service GMBI. Alors, je ne sais pas si vous avez été déjà consulté en tant que particulier ou professionnel, mais en tout cas, les modalités d'accès au service GMBI ne va pas changer. Donc, comme aujourd'hui. Vous y accédez à partir d'impôt.gouv.fr et c'est dans votre espace personnel sécurisé. On verra dans le slide d'après effectivement comment vous pouvez vous y connecter. Mais le périmètre des personnes qui peuvent aller sur le service Gérer mes biens immobiliers reste identique. Donc c'est effectivement tout titulaire de droits réels, donc les propriétaires, qui peuvent aujourd'hui consulter les biens bâtis et demain déclarer les éléments fonciers, les éléments de taxe d'urbanisme et puis par la suite les éléments d'occupation et de loyer. Donc effectivement, on est sur une démarche globale avec un parcours qui va petit à petit vous paraître très familier, puisqu'effectivement, on est sur la même ergonomie, on est sur le même système de navigation et on a privilégié quelque chose qu'on s'apparente à de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on a essayé de gommer tout ce qui peut paraître complexe dans les imprimés en faisant une série de questions. Donc on vous parle et on va profiler les questions. C'est-à-dire en fonction de ce que vous nous dites, on va nous adapter. Et donc effectivement, on espère gagner en fluidité dans les échanges sur une matière qui, somme toute, est assez complexe. On va aussi gommer en tout cas au maximum cette complexité, par des systèmes d'infobulles qui ont plutôt bien marché sur la partie consultation, où effectivement on a fait apparaître des éléments qui pouvaient surprendre. Et ce système d'infobulles permet quand même d'avoir les premiers éléments de réponse. Et puis, on va enrichir la foire aux questions et tous les aspects pédagogiques et documentaires qui sont associés au service et qui sont disponibles sur impôt.gouv.fr pour justement gommer un peu cette complexité fiscale et rester sur l'essentiel, c'est-à-dire les éléments fonciers dont on a besoin et les éléments de taxe d'urbanisme dont on a besoin. Je pense qu'on peut... Je ne sais pas si Sandrine, tu voulais passer sur l'accès aux professionnels ou tu veux que... Peu importe. Non, alors du coup, je continue. Alors, effectivement, pour pouvoir accéder à notre service, il faut avoir un espace personnel sécurisé. Alors, quand je dis personnel, c'est personnel quand on est particulier ou professionnel. Donc, on a pris l'angle là pour les professionnels. Effectivement, le premier pas et la première complexité en général quand vous nous contactez, c'est que vous ne voyez pas votre service. La première réponse, c'est: avez-vous un compte ou avez-vous accès au service Gérer mes biens immobiliers? Et donc, il y a cette première démarche à effectuer, c'est-à-dire qu'effectivement, le titulaire de droit, tel qu'il est connu dans notre système d'information, a créé ou pas, donc devra créer son service, mais il pourra vous déléguer les accès pour que vous puissiez prendre la main sur les déclarations foncières et de taxes d'urbanisme. Donc c'est un passage qui est obligé et auquel il faut vraiment faire attention. Renseignez-vous de savoir si vous avez cette délégation ou pas. Parce que sans cela, vous ne pouvez pas accéder à votre service et vous ne pourrez pas faire vos démarches fiscales. Et en général, le titulaire de droit n'a pas en charge cet aspect-là. Elle est souvent confiée au pôle fiscal de la société. Et donc, effectivement, c'est le premier passage obligé. Oui, c'est ça. Donc, disposer effectivement d'un espace professionnel, adhérer au service, mais comme pour les autres fonctionnalités qui vous sont offertes dans ce cadre-là. Et puis, effectivement, ensuite, avec la possibilité de déléguer. Et donc là, bon, c'est quelque chose que vous devez connaître, mais qui parfois peut effectivement poser des difficultés. Et c'est l'essentiel des questions. Alors, on ne l'a pas dit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, à quasiment un an, on a dénombré 9 millions de visites sur Gérer mes biens immobiliers.
à peu près à ce jour. Donc ce qui est déjà bien. Alors c'est pas la totalité de la population bien évidemment, mais c'est quelque part un peu normal. Et puis parce que la communication a eu lieu, mais elle a été quand même relativement mesurée. Donc voilà, elle va s'intensifier en revanche pour accompagner les prochains jalons, les prochaines étapes. Donc 9 millions aujourd'hui, et avec un nombre de contacts usagers, donc via la messagerie sécurisée sur impôts.gouv, qui est aujourd'hui de l'ordre de 200 000, je crois. Donc finalement, voilà, un nombre de contacts assez mesuré par rapport aux locaux, à l'ensemble des locaux qui ont été consultés. Oui, très peu de questions des professionnels. Je pense que pour beaucoup aussi, il y avait quand même des habitudes qui étaient surmontables en fait. Voilà. Et c'est vrai que ça nous a permis aussi, à la marge, et tant mieux, pour le coup, ça veut dire que nos bases sont de qualité, ça nous a permis d'avancer aussi en termes de fiabilisation, parce que parfois, effectivement, il y avait des situations qui avaient évolué, qui n'étaient pas complètement identifiées au sein du système d'information de la DGFiP. Donc... Du coup, quand on accède à son service, alors qu'on soit particulier ou professionnel, la physionomie est la même. On a des petites boxes qui permettent de présenter ses biens. Et puis, quand on est grand propriétaire et qu'on a plus de 200 biens, on passe par le fichier. Mais même lorsqu'on a moins de biens, on peut tout à fait passer par un fichier qui va donner les mêmes états descriptifs, mais c'est juste que l'ergonomie change complètement pour faciliter vos actions. Je vais commencer par le parcours de déclaration foncière et de taxe d'urbanisme pour redire de façon très rapide ce qui a déjà été présenté. C'est important de se souvenir qu'il n'y a que les modalités de déclaration qui changent, c'est-à-dire que les règles fiscales ou d'urbanisme ne changent pas, à la limite de la date d'exigibilité pour les taxes d'urbanisme. Et puis tous les travaux amont ne changent pas non plus, et aval non plus. C'est-à-dire que la partie dépôt de permis de construire ne change pas. Ce n'est pas la DGFiP qu'il faudra déposer. Il faut bien continuer à déposer sa demande d'autorisation d'urbanisme à la collectivité qui va faire l'instruction et qui nous donnera l'information pour qu'on puisse déclencher cette surveillance du local et surtout cet échange avec l'usager. Et puis, à la fin, les avis de taxes foncières seront faits comme aujourd'hui, seront mis à votre disposition comme aujourd'hui. Et puis, les taxes d'urbanisme seront recouvrées comme aujourd'hui par l'émission de titres que vous recevrez. En format papier, là, on a encore une marge de progression sur la digitalisation, mais on y va à petits pas. Donc, effectivement, dès qu'on a connaissance de cette autorisation d'urbanisme, eh bien, il y a une boîte de dialogue qui va s'afficher dans l'espace « Gérer mes biens immobiliers ». Et puis, vous allez recevoir une notification par mail à l'adresse mail que nous connaissons dans notre système d'information et qui va vous inviter à vous connecter à « Gérer mes biens immobiliers » pour nous donner les premières informations dont on a besoin, c'est-à-dire la nature des travaux et puis la date prévisionnelle d'achèvement. Cette date prévisionnelle d'achèvement, ça va être un repère pour nous donner le rythme de l'information qu'on va vous pousser. C'est-à-dire que quand la date d'achèvement va arriver, on va vous réécrire par mail pour vous signaler vos obligations fiscales, mais surtout s'assurer que vous avez bien achevé. Dans la plupart des cas, la date prévisionnelle d'achèvement va changer. Et donc, vous allez nous indiquer une nouvelle date prévisionnelle d'achèvement et on va continuer ce système d'échange avec vous jusqu'à ce que votre bien s'achève ou pas. Mais en tout cas, lorsqu'il sera achevé, on vous réinformera sur vos obligations déclaratives, parce que comme l'a dit Marina, eh bien effectivement, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les matins. Et puis, on donnera le rythme. Et il faudra nous faire la déclaration foncière et de taxes d'urbanisme dans les 90 jours de l'achèvement. Et là aussi, surveillance, et on vous écrira dès lors que vous n'avez pas déclaré. Et puis, lorsque vous allez souhaiter déclarer, eh bien, nous allons vous ouvrir cet espace-là. En vous posant une série de questions. Alors voilà, l'ergonomie, c'est à peu près ça. Et puis, vous allez retrouver toutes les informations que vous avez l'habitude de nous déclarer. Il n'y a pas de changement sur les éléments fonciers à nous déclarer. C'est juste la manière de présenter les choses et l'accompagnement qu'on fait qui va vous aider dans cette démarche. Mais la démarche ne change pas en tant que telle. C'est toujours la même chose dont on a besoin pour faire l'évaluation des locaux et constituer les taxes foncières. Voilà.
Ouais, j'ai une petite question parce que je vois quelqu'un qui trépigne. On va peut-être remettre un petit peu. Non, mais normalement c'est qu'à la fin. Mais là, exceptionnellement, je me pose la question parce que là, on a affaire à un groupe dans le retail, pour pas le nommer, qui a plusieurs directions. Peut-être qu'il n'est même pas au courant qu'il y a des travaux qui ont été terminés sur le refit d'un magasin, qui connaît pas le responsable fiscal qui est. Est-ce qu'on peut pas simplifier certaines choses? Je ne sais pas si vous aviez. Je crois que vous veniez parce qu'il y a des caméras pour ceux qui sont. Bonjour, Nicolas de Basquiat, Auchan Retail. Le groupe Auchan, c'est 700 sites sur le territoire français. C'est 2500 lots que je vais qualifier pour vous fiscalement en gros d'invariants. 2500 invariants qui vont du supermarché, hypermarché, donc des grandes surfaces de vente, à la station de lavage, station de service, distributeur de billets. Sur 700 lots, Auchan est propriétaire de la moitié de ces sites et environ propriétaire bailleur sur 200 de ces sites-là. À ce titre, refacture la taxe foncière à ses locataires. Et conduit la direction du patrimoine à récupérer auprès des différents services l'information du revenu cadastral pour pouvoir refacturer, j'ai envie de dire au marc le franc, à ces locataires leur quote-part de taxe foncière. Jusqu'en 2020, sur les avis de taxe foncière, nous avions une adresse email qui nous permettait de nous rapprocher des centres des impôts fonciers géographiquement localisés. Sur 2021, on nous renvoie sur ImpôtsGouv. Mais comment fait-on? Puisque doit-on se connecter autant de fois que nous avons de sites sur des identifiants qui, par ailleurs, en effet, que je ne connais pas? Quelqu'un, certainement, peut-être dans le groupe, ou peut-être pas, les a, mais en tous les cas, moi, je ne les ai pas. Demain, ça peut être amené à changer et le suivant ne les connaîtra pas. Y a-t-il un moyen, de manière consolidée, pour avoir l'ensemble de ces informations? Je pense à Auchan, mais utilisateurs, mais je pense à tous les administrateurs de biens qui gèrent en effet des patrimoines colossaux, qui sont mandataires. Donc en plus de ça, qui n'ont même pas qualité pour avoir ces éléments, et pour autant que leur mandant laisse le soin de gérer cet aspect-là des choses. Alors, plusieurs éléments de réponse, mais j'espère faire le tour complet de votre question. Ce service Gérer mes biens immobiliers est offert par propriétaire et pour une personne morale par SIRAN. Donc on a une approche, mais comme l'espace professionnel d'impôts.gouv pour l'ensemble de ces services, on est sur un accès offert par SIRAN. Bien évidemment, plusieurs personnes peuvent être délégataires de la possibilité d'accéder aux services Gérer mes biens immobiliers au sein du bouquet de services de l'espace professionnel. Donc cette délégation à de multiples acteurs peut répondre aux besoins d'un découpage territorial, infraterritorial au sein de vos organisations. Et typiquement, vous posez la question pour Auchan, mais vous êtes loin d'être un cas particulier. Donc, notamment dans ces structures dites grands comptes pour nous, avec un patrimoine immobilier important et disséminé sur l'ensemble du territoire. Soit vous avez une organisation très centralisée et effectivement une seule personne gère pour l'ensemble du territoire, soit vous avez une organisation déconcentrée schématiquement qui peut trouver effectivement réponse par le fait d'avoir une multiplicité d'acteurs, de personnes pouvant accéder à ce service qui sera un seul et unique service, néanmoins. Vous ne pouvez pas affecter un département à une personne donnée. Vous accédez de toute façon à un service qui est un service au niveau national. Pour autant, un tel peut s'occuper des implantations du département A, une autre personne des locaux du département B, ainsi de suite. Et cela, que ce soit en consultation, dans votre situation, la récupération d'un fichier paraît assez opportune. Et du coup, le filtre est derrière, y compris quand on sera en action, l'action
de telle ou telle personne en fonction du territoire est tout à fait possible. Et notamment pour la déclaration d'occupation, il est tout à fait, qui va concerner l'ensemble des locaux d'habitation France entière, il est tout à fait possible qu'une personne donnée s'occupe du département A, puis une autre personne du département B. Vous pourrez faire des dépôts partiels, typiquement. C'est vrai aussi pour les déclarations foncières quand vous avez des locaux qui bougent. Donc, plusieurs personnes, schématiquement, peuvent intervenir et interférer avec ce service qui, pour autant, reste un service offert au niveau national et sans découpage géographique possible à l'intérieur. C'est vraiment par le biais de personnes différentes qui sont habilitées à et qui vont pouvoir intervenir sur ce service. Sur le fait de récupérer l'information détaillée de l'évaluation, et notamment pour refacturation que vous évoquiez. Comme je le disais tout à l'heure, là, en consultation, on offre des informations relatives à chaque local qui restent des informations partielles par rapport à ce que l'on connaît en matière et ce dont on a besoin en matière d'évaluation, qu'on complétera au fur et à mesure, mais qui à très court terme n'inclut pas typiquement le revenu cadastral, etc. Donc la solution pour récupérer ces informations reste la solution qui existe aujourd'hui, qui est le fait de demander un extrait de matrice cadastrale, de demander un relevé de propriété. Le service qui a vocation à vous le délivrer reste le service foncier, tout comme aujourd'hui. On a en projet, mais ça ne sera pas pour 2023, le fait de permettre l'accès à ce relevé de propriété de manière plus directe et qu'il puisse être récupéré de manière plus globale. Mais là, à court terme, gérer mes biens immobiliers ne vous donne pas la même maille d'information. Donc, pour notamment des histoires de répartition, soit de récupération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou de récupération de l'ATF, comme vous l'évoquiez, la bonne solution reste le fait de récupérer la matrice cadastrale et donc d'avoir une démarche vers les services fonciers. J'en viens à la deuxième partie qui est comment on contacte les services fonciers. Vous pouvez, au sein, comme l'a dit Sandrine tout à l'heure, au sein du service, de votre espace personnel ou professionnel sur impôts.gouv, vous avez accès à une messagerie sécurisée depuis quelque temps maintenant, avec un item qui est gérer mes biens immobiliers, qui peut tout à fait être sollicité pour avoir ce type de renseignements et qui part au bon service qui va bien schématiquement. Donc c'est pour ça aussi qu'on a pris l'habitude effectivement sur les avis, notamment de taxes foncières, de renvoyer vers cet espace de messagerie sécurisée, qui par ailleurs présente des avantages parce que vous conservez l'historique de ces messages, vous conservez l'historique des réponses qui ont pu être apportées par les différents services, tout impôt confondu, à vos différentes demandes. Donc c'est vraiment un mode de contact des services qui est largement mis en avant, et d'où le fait qu'on les inscrit de manière privilégiée sur les avis plutôt que des adresses mail de services de services, et notamment de services fonciers en tant que tels. Donc je ne peux que vous inviter à utiliser cette messagerie sécurisée pour ce type de demande. Et quant au fait de pouvoir le récupérer de manière plus directe et plus en autonome, ça fait partie des évolutions qu'on fera porter à nos services, mais en l'état, dans la consultation, vous n'accédez qu'à une partie des informations qui ne recouvrent pas les cas d'usage que vous évoquiez, monsieur. Donc ça veut dire que au départ, on essaie de connaître son patrimoine grâce à la gestion des biens immobiliers. Maintenant, monsieur doit essayer de connaître ses collègues pour trouver celui qui peut le déléguer. Et avec cette délégation, il pourra envoyer un mail directement au bon service. Sur la délégation que l'on évoquait tout à l'heure, sur la délégation de ce service gérer mes biens immobiliers au sein de l'espace professionnel, c'est un des points à traiter lorsque vous avez déjà la création de l'espace et de trouver qui peut vous déléguer une habilitation. C'est un des points à traiter en priorité. Mais une fois pour toutes, je dirais, quand vous avez besoin une première fois d'accéder à impôts.gouv. Et il se peut que dans le cadre de la consultation des avis dématérialisés l'année dernière, vous ayez été amené tout de même à résoudre ce sujet-là. Donc ensuite, une fois que vous avez cet accès, il faut que vous ayez accès au service gérer mes biens immobiliers,
On vous délègue l'accès au service. Et ensuite, c'est fait une bonne fois pour toutes, schématiquement, pour un utilisateur donné. Et il ne relève que de votre organisation intrinsèque que de savoir comment vous répartir, y compris territorialement, la compétence, je dirais, pour un service qui, encore une fois, va rester un service une fois que vous avez accès au service Gérer mes biens immobiliers en tant qu'utilisateur d'impôts.gouv. C'est pour un SIRAN, mais pour l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas de subdivision géographique de cette habilitation à proprement parler. Ça relève vraiment de votre organisation. Oui, c'est organisationnel, tout à fait. Après, en fait, en termes d'interrogation, on peut filtrer notamment par département. Donc, du coup, le délégataire pourra tout à fait, lui, filtrer en début de parcours. Ça pose pas de difficulté. Ce que je voulais juste dire, et j'ai perdu le fil. Bon, oui, non. Aujourd'hui, donc la question dédiée sur la messagerie sécurisée sur impôts.gouv, c'est j'ai une question relative au descriptif de mes biens ou relative aux caractéristiques de mon bien immobilier. Voilà, donc qui est aujourd'hui forcément qui colle au service tel qu'il est aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que cette question qui aujourd'hui est unique va être déclinée justement à l'automne et tout début janvier pour pouvoir subdiviser en fait les contacts, puisque vous l'avez bien compris, s'il s'agit donc de tout ce qui est relatif au foncier, plutôt les centres des impôts fonciers, mais ça c'est transparent pour l'usager bien sûr. Et en revanche, s'il s'agit de l'occupation, de la nature d'occupation du bien, là ça, pour nous en interne, on transférera la demande plutôt auprès des services des impôts des particuliers. Donc on a derrière, si vous voulez, des services différents en fonction de la question et du type de déclaration. Voilà ce que je. Alors, Madame Braille, non, on pose des questions à la fin, il y a un rythme. Non. Alors, moi, en tant que monsieur loyal, avec Claire, on se permet de mettre du rythme, si, non, à la fin. Justement, on allait y venir bientôt. Donc là, vous avez l'interface dédiée aux propriétaires de plus de 200 biens. Alors, ce seuil, il a été déterminé. Il est signifiant. C'est pas un chiffre que l'on a appris au hasard. On a avant de déterminer ce seuil, regardé, checké le profil, bien évidemment, des propriétaires de biens immobiliers. Et donc voilà, on sait que 200 biens, c'est quelque chose d'assez discriminant, et c'est donc à partir de cela que l'on peut effectivement bénéficier, que l'on doit passer par finalement un dépôt de fichier. Alors tout en sachant que même si on a moins de 200 biens, on peut aussi bénéficier de cette fonctionnalité, mais elle est optionnelle, elle est facultative. Voilà, mais elle est tout à fait à la disposition aussi des usagers et ça existe, en particulier chez les particuliers, qui ont un nombre de locaux important, mais gérés en propre, et donc ils pourront aussi bénéficier de cette interface. Voilà. Donc je vous le disais, on peut filtrer par département. On peut avoir donc tous les départements dans lesquels on retrouve au moins un des biens, ou choisir un département en particulier. Voilà. Et vous aurez, vous aurez donc on a un onglet consulter, on aura un onglet forcément déclaré, et on aura l'historique donc des déclarations également qui apparaîtra à ce niveau-là. Voilà, donc là on a le choix du département. Du coup on peut passer. Et puis l'interface et le téléchargement donc de la déclaration, du fichier en fait de déclaration effectué par les grands comptes. Alors il y a une petite icône en haut à droite anglais. Il faut savoir que le site est entièrement traduit en anglais. Que ce soit en consultation ou ensuite sur l'ensemble du parcours.
il est intégralement traduit. C'est une volonté que l'on a eue dès le départ, quand on a donc débuté les travaux sur Gérer mes biens immobiliers, et donc on a intégré dès le début cette traduction, et c'est le premier outil de la DGFiP à être intégralement traduit en anglais. Ça a un intérêt aussi, en particulier pour les propriétaires de locaux qui ne sont pas tous nécessairement français. Voilà. Donc l'utilisation des fichiers, donc le parcours que l'on dit classique ou le parcours grand compte. Voilà. Ce qu'on n'a peut-être pas dit très clairement, mais ça, vous l'avez déduit, je pense, c'est que on peut effectivement, bien sûr, avoir le fichier et consulter l'ensemble de la liste des biens, mais on peut aussi faire des interrogations et des consultations unitaires en fonction de votre organisation et de l'objectif poursuivi. Donc ça, pas de souci. La déclaration toujours réalisée par fichier, Marina l'a dit. Et puis voilà, la possibilité de découper géographiquement le fichier, c'est ce que l'on disait, pour coller le mieux possible, le plus possible à votre propre organisation, effectivement, et par le biais des délégations. Peut-être une petite précision, je ne crois pas qu'on l'ait dit tout à l'heure, sur comment s'articule la possibilité de consulter pour tel bien et de déclarer potentiellement pour ce même bien. L'ensemble des titulaires de droit sur un bien auront accès à la consultation de ce bien. Monsieur et madame sont propriétaires indivis sur un bien. Dans le compte de monsieur et dans le compte de madame, ce bien sera accessible en consultation. Pour ce qui est de la déclaration, alors je prends monsieur et madame, mais typiquement, dans n'importe quel découpage des droits de propriété, on sera dans cette logique-là de consultation offerte, y compris nue propriété et usufruit, typiquement. Pour ce qui est de la possibilité de déclarer, c'est le titulaire de droit qui est destinataire de l'avis de taxe foncière et qui a vocation à être destinataire de l'avis de taxe foncière qui aura cette possibilité de déclarer pour ce qui est des déclarations foncières et de taxes d'urbanisme, avec une extension pour la déclaration d'occupation, typiquement, avec pour les situations de propriété indivise telles que je les évoquais, la possibilité que monsieur et madame, dans mon exemple, puissent déclarer en tant que tel. On est dans cette logique-là. Et cette personne destinataire de l'avis de taxe foncière va être celle à qui on va notifier et avec qui on va instaurer ce dialogue par notification que l'on évoquait tout à l'heure pour d'abord récupérer la date d'achèvement prévisionnel et ensuite provoquer le dépôt de la déclaration à l'achèvement en tant que tel des travaux. Et pour ce qui est de votre question, madame, plus précisément, lorsqu'on est sur une personne morale et qu'effectivement il y a ces notifications, alors je le mets au conditionnel parce que j'ai un petit doute, mais il me semble que c'est la personne administratrice sur le bien qui reçoit la notification, me semble-t-il. Je ne sais pas si Sandrine, tu partages mon avis, mais comme ça nativement, j'aurais pas forcément dit ça. D'accord. Donc on vous propose peut-être du coup on fera une réponse. On donnera la réponse. On fera une réponse par écrit sur le support. Je reprends votre question. Voilà. Et donc, pour ce qui est du parcours d'assistance et des besoins éventuels, il y a un certain nombre de choses sur impôt.gouv, sur le site d'ores et déjà, qui sont incrémentées dans le site, notamment une foire aux questions usagers, une rubrique qui est dédiée pour les bailleurs sociaux, et puis donc le formulaire de contact, on en a parlé, et puis en dehors du site à proprement parler, donc. Il y a un numéro national d'appel qui permettra de répondre aux usagers donc qui voudraient nous contacter pour ces sujets-là, également par téléphone, donc pas de souci. Et puis bon là c'est plus destiné bien sûr aux particuliers, mais le réseau des France Services qui sera également formé pour pouvoir répondre aux questions classiques, si j'ose dire, relatives à gérer mes biens immobiliers. Donc voilà, très rapidement. Je ne sais pas si vous voulez faire un focus sur l'invariant.
Oui, peut-être pour préciser, alors cet invariant, il est un petit peu il commence à être dans les habitudes, on va dire, de quiconque se penche effectivement sur la fiabilisation de la connaissance de son patrimoine immobilier, ainsi de suite. Donc, on parle bien d'identifiant, de numéro fiscal du local, d'identifiant fiscal du local. Dans les faits, c'est ce qui s'appelait traditionnellement un numéro invariant. Qui a vocation à devenir d'une part un identifiant que l'on met davantage en exergue, et typiquement au sein de Jérémie Bien Immobilier, vous l'avez sans doute vu, on identifie cette information de manière tout à fait spécifique et de manière claire, qui a vocation vraiment à être un identifiant largement partagé et sans doute un identifiant demain utilisé de façon assez majeure, toute administration confondue, quand on parle d'identification des biens. Donc c'est vraiment une volonté aussi de normalisation de cet identifiant, toute sphère confondue, et encore une fois largement au sein des administrations. Et dans ce cadre-là, il répond à une structuration qui peut être parfois différente de celle que vous connaissiez par le passé. Et donc la structuration telle qu'elle est figurée au sein de Jérémie Bien Immobilier sera la structuration cible que l'on utilisera de manière banalisée, on va dire, qui correspond à un code commune, tout d'abord un code commune INSEE, donc sur 5 caractères avec département puis code commune. Ce fameux numéro séquentiel, donc ce numéro invariant sur 7 caractères, et sans utilisation de la clé que vous aviez parfois l'habitude d'utiliser en fin de cet invariant en tant que tel. Donc cette structuration code commune sur 5 caractères, donc département puis commune, et ensuite le numéro séquentiel sur 7 caractères, est vraiment la structuration telle qu'on l'utilisera en cible, et la structuration arrêtée. Ça peut paraître trivial, mais pour vos systèmes d'information et pour le fait de pouvoir matcher et faire correspondre les informations, ça ne l'est jamais. Donc on souhaitait vraiment insister là-dessus. Oui, tout à fait. Alors on n'a pas souhaité externaliser ce terme, en particulier auprès des propriétaires, des usagers particuliers, pour lesquels l'invariant, ça n'est pas forcément quelque chose de signifiant. Voilà, donc le numéro fiscal du local, c'est plus compréhensible pour l'ensemble des usagers, mais effectivement derrière, comme l'a expliqué Marina, c'est bien l'invariant. Voilà. Et alors un petit mot aussi sur la communication. Donc je vous le disais tout à l'heure, il y avait une communication somme toute limitée qui avait été réalisée donc à l'automne, on va dire 2021. Là, cette communication autour de Jérémie Bien Immobilier, avec l'arrivée des deux prochaines déclarations, bien sûr, elle va s'amplifier. On voit bien qu'on touche beaucoup plus de personnes, et puis bien, bon, dans la mesure où il s'agit d'une obligation déclarative, là, il faut communiquer, bien sûr. Donc, vous avez l'identité visuelle du service. Vous la retrouvez un peu partout. Vous la retrouvez sur impôts.gouv en noir et blanc, pour être cohérente avec la charte graphique du site. Et puis vous la retrouvez donc avec toute une déclinaison d'icônes en couleur ailleurs, et donc notamment sur les réseaux sociaux, sur toute la communication qui sera faite en externe. Voilà. Donc Marina le disait tout à l'heure au détour d'une présentation, il y a une mention également sur les avis de taxes foncières et également sur les avis de THLV et de TLV, qui donc invitent l'usager à se rendre sur Jérémie Bien Immobilier. Voilà. Et puis je vous le disais, toute la série bien sûr des actions de communication dédiées qui va suivre. Alors en particulier aussi auprès des collectivités locales, puisque on voit bien. Alors c'est un acteur majeur, bien évidemment. C'est aussi un acteur avec lequel on travaille beaucoup au sein de la DGFiP. Donc nous avons des interlocuteurs bien évidemment au sein des collectivités locales, et puis également auprès de la DGCL. Mais on sait que c'est un acteur clé, et c'est aussi un acteur qui a besoin que l'on identifie clairement ce qu'est GMBI et ce qu'il n'est pas. Je m'explique.
Ce qu'il n'est pas, ça ne sera pas l'outil des collectivités locales qui permettra demain de récupérer les informations qui sont d'ores et déjà données par la DGFiP sur le périmètre des locaux, par exemple, d'une collectivité locale. Ça persiste, bien sûr, mais ça n'est pas via Gérer mes biens immobiliers. Une collectivité locale, c'est avec sa casquette propriétaire de biens immobiliers, de locaux d'habitation, qu'elle viendra dans Gérer mes biens immobiliers. Voilà. Donc on a une communication dédiée auprès des collectivités locales sur ces sujets-là, avec aussi un point d'appui au sein des directions locales de la DGFiP. Et via les correspondants, notamment à la fois les chargés de communication, mais aussi les correspondants en local, qui sont des interlocuteurs privilégiés des collectivités. Voilà, je vais faire vite parce que je pense qu'on a épuisé notre temps de parole. Vous avez même pris notre temps de parole et Claire est très nerveuse sur le respect. Et on avait prévu quand même 15 minutes de questions vous concernant. Donc on va quand même demander à Bernard de faire encore plus court et moi encore plus court pour que vous puissiez poser les questions qu'on a soit par le web, soit en direct. Donc Bernard, je te donne la main. Merci Henri. Alors, moi, je voulais donc juste revenir un petit peu sur les annonces qui avaient été faites au mois de septembre dernier, quand on s'était vu. Vous aviez annoncé donc la dématérialisation des avis de taxes foncières. Et à l'époque, j'avais annoncé, moi, de mon côté, que l'application mettrait en place la lecture automatique de documents qui permettrait simplement de récupérer ces fichiers PDF, de les lire pour éviter tout ce qui est ressaisi dans l'application pour faire l'analyse. Donc, tout simplement, petit retour d'expérience. Donc, cette année, on a traité pour la première année réellement de cette diffusion plus de 16 500 rôles de taxes foncières chez 80 de nos clients qui avaient opté pour le module de taxes foncières. Par ailleurs, puisque ça existait aussi pour la CFE, cette année, on a récupéré on a traité 22 000 rôles en lecture automatique. Enfin, l'année dernière, vous aviez aussi abordé une réforme donc avec le transfert de la part départementale sur la commune. Ça a été annoncé rapidement, correctement, mais effectivement, on n'a pas forcément compris les incidences que ça aurait dans les calculs. Il nous a fallu un peu de temps pour mettre à jour le calcul des simulations pour les locaux professionnels, mais ça y est, on a trouvé effectivement la formule, et donc on peut refaire des simulations avec la prise en compte de cette petite réforme. Et enfin, vous allez bientôt découvrir, je vous le présente un petit peu en avant-première, les utilisateurs d'Optitax vont découvrir fin d'été, début d'automne, une nouvelle version. L'outil Optitax a fait peau neuve, il a été revu pour faciliter d'une part l'utilisation, l'expérience utilisateur, faciliter et fluidifier la navigation, et également pour Optique, l'harmonisation avec les autres outils de Cégide. Donc Claire, si tu veux bien, juste voilà. Donc je vous présente la page d'accueil. Donc pour les utilisateurs, vous allez voir, ça change un peu. Globalement, sachez que vous retrouvez les mêmes fonctionnalités. C'est juste présenté différemment. Voilà. Donc on a simplement retiré toutes les pavés de couleurs qui étaient un petit peu partout, qui pouvaient choquer la rétine un peu, pour des couleurs un petit peu plus pastel, un peu plus claires. On peut passer. Je vais vous présenter un tableau, un tableau qui est un petit peu plus lisible aussi. On essaie d'afficher un maximum d'informations, un maximum de lignes. Vous noterez sur la gauche un bandeau avec l'accès au menu rapide pour éviter de repasser systématiquement par la page d'accueil. Ça évite des clics. Il y a également la notion de millésime qui se trouve tout en haut. Donc ce millésime, vous êtes amené aussi à changer parfois, à naviguer. On est obligé de repasser par des pages, revenir en arrière, changer l'année pour... voilà, sachez que ce bandeau est fixe et vous le trouverez sur toute l'application. Il n'y aura plus besoin de revenir en arrière également. Et enfin voilà, je vous présente également un petit formulaire. Donc les formulaires d'informations que vous retrouvez, plutôt que d'avoir des onglets en haut qui prennent de la place avec des gros pavés bleus, eh bien on a présenté cela sous forme de petites cartes avec un menu qui permet d'accéder aux cartes qui vous intéressent. Voilà. Je passe du coup la main à Henri.
faire court, en 30 secondes, parce qu'on est un peu les marchands du temple là, on a quelque chose à vendre, donc moi c'est le service après le produit. Donc le service c'est quoi? C'est qu'on est intégrateur, formateur et on déploie les solutions de Cegid OptiTax. On développe toutes les applications transversales dont vous avez besoin parce qu'on fait du spécifique pour la fiscalité locale. Et surtout, on parlait de délégation tout à l'heure. Beaucoup de nos clients nous donnent de la délégation sur leur compte pour effectuer les déclarations, gérer, aller chercher avec nos robots les avis afin de les intégrer après dans Cegid OptiTax. Donc